Ils peuvent espérer aussi, donc là, faire un coup d'éclat contre Israël, y compris frapper à l'intérieur d'Israël, et que du fait de l'affaiblissement d'Israël, du fait des divisions politiques à l'intérieur d'Israël, et du fait aussi de la fracture entre Israël et les États-Unis, eh bien, les États-Unis retiennent le bras d'Israël et que Israël, finalement, je dirais symboliquement, perde la partie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, essayiste, spécialiste, on va dire, du dossier de l'Iran. Et effectivement, ce matin, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui risque de se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines après l'élimination imputée à Israël du général Zahedi Mohamed Reza Zahedi, qui est, on va dire, le numéro 2 des brigades Al-Quds des gardiens de la révolution iranienne. Un coup dur pour les Iraniens. D'abord, je voudrais vous demander une première question avant tout. Est-ce que vous comprenez pourquoi Israël, si c'est effectivement Israël qui est responsable, avait intérêt à éliminer ce responsable? Écoutez, je pense que par rapport à ce qui se passe à la frontière nord depuis 6 mois, la situation est intolérable pour Israël. Aucun pays ne peut accepter qu'une partie de sa population ne puisse pas résider chez soi, que les gens, 70 000 Israéliens, soient réfugiés à l'intérieur de leur propre pays et soient harcelés quotidiennement par le Hezbollah. Donc là, Israël s'attaque aux donneurs d'ordre, parce que le vrai patron de la région, c'est quand même le vrai patron de ce front anti-Israël dans la région, c'est l'Iran. Donc il s'attaque aux donneurs d'ordre, il s'attaque aux gardiens de la révolution, et je pense que en plus les gardiens de la révolution sont des gens qui sont très impopulaires à l'intérieur de l'Iran. Donc je pense que cette initiative israélienne, c'est une manière aussi de demander directement à l'Iran de faire pression sur le Hezbollah. Maintenant, quelles en seront les conséquences? Alors justement, quelles peut-être les conséquences? Alors certains, enfin les observateurs ici en Israël parlent de réaction directe des Iraniens, de possibilité de réaction directe ou de possibilité de réaction indirecte via le Hezbollah, via les Houthis, via les autres proxys. Quelle est votre appréciation d'une réaction iranienne? La plupart des experts sont des gens raisonnables. Et les experts internationaux disent, du point de vue du rapport de force militaire, l'Iran n'a pas intérêt à provoquer Israël, parce que, évidemment, sur le papier, dans le cadre d'un affrontement, je dirais, conventionnel, via l'aviation israélienne, Israël aurait le dessus. Et puis, ces mêmes experts raisonnables nous disent, souvenez-vous, il y a 4 ans, lorsque les Américains ont liquidé le général Soleimani, qui était le chef, le grand patron, en fait, de tous les proxys dans la région, les Iraniens ont menacé, ils ont menacé de brûler les États-Unis, etc. Et puis la riposte a été vraiment en deçà de leurs menaces. Bon, j'ajouterais quand même, entre parenthèses, qu'il n'y a pas eu de riposte immédiate, mais il y a eu le 7 octobre, 3 ans et demi après. Donc, est-ce qu'on est dans une situation où les Iraniens ne vont pas riposter directement et vont attendre quelques semaines, quelques mois pour attaquer indirectement, soit par l'intermédiaire des Houthis, soit par l'intermédiaire d'autres, soit une ambassade israélienne à l'étranger, ou même pas une ambassade israélienne, mais simplement un lieu symbolique. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas comparer les deux situations, car la situation n'est pas du tout la même qu'en 2020, et la situation, le rapport de force militaire et politique s'est détérioré en défaveur d'Israël. En 2020, l'Iran apparaissait comme un pays qui était en tort sur le plan international, sur la question du nucléaire. En 2020, Israël jouissait d'une grande popularité à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis. On était sur le point de conclure les accords d'Abraham. Après 6 mois de guerre, Israël est dans une situation d'isolement diplomatique, avec des divisions à l'intérieur. Et si on se met à la place des Iraniens, parce qu'il ne faut pas raisonner comme nous raisonnons, mais il faut toujours essayer de raisonner comme peut raisonner l'adversaire. Les Iraniens considèrent, comme le Hezbollah considérait et comme le Hamas considérait avant le 7 octobre, qu'Israël est divisé, qu'Israël est affaibli et qu'Israël s'enlise à Gaza. Et donc, la possibilité, quelque part pour eux, c'est peut-être le meilleur moment aujourd'hui pour déclencher une confrontation ouverte avec Israël. Alors après, la question pour eux,
c'est de savoir non pas quelle riposte ils vont mener, mais quelle sera la riposte d'Israël à leur riposte. C'est-à-dire, est-ce qu'Israël déclenchera une offensive qui peut être très violente et très haute, ou est-ce que Israël et les États-Unis, Israël poussé par les États-Unis, calmera le jeu. Et ils peuvent espérer aussi, donc là, faire un coup d'éclat contre Israël, y compris frapper à l'intérieur d'Israël, et que du fait de l'affaiblissement d'Israël, du fait des divisions politiques à l'intérieur d'Israël, et du fait aussi de la fracture entre Israël et les États-Unis, eh bien, les États-Unis retiennent le bras d'Israël et que Israël, finalement, je dirais symboliquement, perde la partie. C'est-à-dire que Israël ne soit pas capable, parce que dans ce genre de situation, il faut toujours faire monter l'escalade. Donc si on vous frappe, si on vous donne un coup, il faut en donner deux, si on vous en donne deux, il faut en donner trois. Donc on est quand même dans une situation extrêmement compliquée et où, il faut le rappeler, la situation extérieure de l'Iran est aujourd'hui excellente de leur point de vue, puisque les accords d'Abraham sont mis sur pause, l'accord entre Israël et l'Arabie Saoudite est sur pause, la situation à l'intérieur d'Israël n'est pas bonne, et puis Israël s'enlise à Gaza dans un conflit contre un adversaire, je dirais, minuscule, car après 6 mois de guerre, Israël n'a toujours pas réussi à empêcher les roquettes du Hamas d'attaquer, de sortir de Gaza de temps en temps contre le sud du pays. Donc après 6 mois de guerre, Israël n'a toujours pas vaincu le Hamas, mais le principal ennemi, la principale force opposée à Israël, le Hezbollah, malgré 230 morts, je crois, depuis 6 mois, le Hezbollah est toujours dispose de toutes ses forces et l'armée iranienne aussi. Donc honnêtement, moi je ne ferai pas de prévision, mais je pense que tout est possible, tout est envisageable. Nous ne sommes pas dans la tête des Iraniens, et donc les Iraniens ne raisonnent pas forcément comme vous et moi nous pouvons raisonner. Mais à vous entendre, on a le sentiment que finalement cette élimination de Zahedi, c'était un beau coup d'éclat, mais finalement ça ne fait pas avancer véritablement les intérêts d'Israël dans la région, parce que jusqu'à présent on voyait que Israël et le Hezbollah jouaient une sorte de jeu de semi-guerre, comme ça, de semi-confrontation, avec la volonté des deux côtés de ne pas enclencher un véritable conflit. Là maintenant, cette opération, elle risque de provoquer un conflit, et Israël, vous le dites, n'est pas dans une position favorable. Alors, vous savez, un conflit, on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. C'est-à-dire, vous pouvez le commencer en position défavorable, le terminer autrement. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a des éléments qui nous sont totalement inconnus, notamment la situation en Ukraine. Alors, je veux dire, quel rapport entre l'Ukraine et l'Iran? Le rapport, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à 2020, la Russie est impliquée dans une guerre, de fait, contre l'OTAN, contre les Américains, les Européens, en Ukraine, donc, que l'Iran est allié, impliqué militairement dans cette guerre en Ukraine. Et la question est de savoir ce que veut Poutine. Est-ce que Poutine a intérêt aujourd'hui à créer un deuxième front? Un deuxième front qui permettrait de détourner l'attention de la situation en Ukraine et puis de diviser encore les forces occidentales. Donc là, ça c'est aussi une question. Alors, vous me dites, oui, est-ce que les Israéliens ont eu raison de faire ça? Ça, honnêtement, je ne sais pas, mais les Israéliens ne peuvent pas rester sans riposter éternellement face aux attaques du Hezbollah. Et la voie diplomatique par rapport au Hezbollah, pour l'instant, ne marche pas, au bout de 6 mois. Et donc, ils sont obligés de hausser le ton, je pense, de ce point de vue-là. Et alors après, d'une certaine manière, il est quand même plus facile pour Israël de mener une guerre, je dirais, sur un terrain qui lui est plus favorable, c'est-à-dire avec l'aviation, plutôt que cette guerre à Gaza, où on est enlisé, maison par maison, au milieu d'une population très dense, avec un adversaire qui est caché dans des souterrains. Donc peut-être que Israël pourrait aussi, dans une confrontation face à l'Iran, qui durera pas très longtemps, qui durera quelques jours, dans une confrontation, restaurer sa capacité de dissuasion. Et puis, autre chose importante pour Israël, c'est d'empêcher toute réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Oui. Plus Israël s'affaiblit, plus les pays sunnites du monde arabe, les pays du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite considèrent qu'Israël a moins de valeur, parce que les accords d'Abraham et la réconciliation avec l'Arabie Saoudite, c'est pas une question de sympathie, d'amour et de sentiment, c'est une question de rapport de force. Un Israël faible n'a plus de valeur pour les pays arabes face à l'Iran. Donc recréer une situation de confrontation entre
qui serait Iran contre Israël et le monde arabe, ça permettrait aussi de changer la donne. D'ailleurs, une chose est très intéressante, c'est la déclaration de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, donc le chef de l'autorité palestinienne, qui a mis en garde. C'est rare que Mahmoud Abbas fasse une déclaration claire, qui a mis en garde contre l'Iran, en disant l'Iran n'a pas à se mêler de la situation palestinienne. Et donc, une situation qui changerait, où on aura une confrontation Iran contre Israël, pays arabe, ça isolerait aussi le Hamas à Gaza, puisque le Hamas apparaîtrait comme un supplétif de l'Iran. Iran, ennemi des pays arabes. Donc, on est dans une situation extrêmement complexe, fluctuante, et où Israël est dans une situation difficile, et effectivement, un changement de la donne pourrait permettre peut-être de renverser la situation, ou pourrait peut-être encore l'aggraver, et notamment il y a la question des États-Unis qui sont justement les États-Unis, Israël, et qui l'auraient beaucoup mieux soutenu si cette confrontation était intervenue il y a 5 mois qu'aujourd'hui. Alors justement, à propos des États-Unis, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit concernant une attaque israélienne contre l'Iran. On a toujours eu le sentiment en Israël qu'une opération israélienne contre des cibles, on va dire stratégiques en Iran, ne pourrait se faire qu'avec la collaboration active des Américains. Vous pensez qu'Israël, par exemple, peut se lancer dans une offensive contre l'Iran aujourd'hui sans le soutien clair et net des Américains ? Écoutez, je ne pense pas, mais après il y a la question, les Américains ne peuvent pas empêcher Israël de riposter. Là-dessus, les Américains assument le droit d'Israël à riposter, c'est comme à Gaza. La question, c'est quelle est la nature de la riposte, quelles sont ses conséquences politiques, diplomatiques, etc. Mais les Américains n'empêcheront pas Israël de riposter. Par contre, ils peuvent limiter cette réponse. En même temps, vous savez, dans l'opinion publique américaine, l'Iran apparaît comme un pays vraiment diabolique, méchant, c'est un ennemi. Les Palestiniens de Gaza, ce sont des civils. Oui. Là, on voit à la télévision, on ne le voit pas en Israël, mais on le voit dans le reste du monde, on voit une population civile sous les décombres qui est à la recherche d'aide alimentaire, etc. L'Iran est un puissant ennemi des États-Unis, surarmé, qui menace de détruire Israël, qui menace de détruire l'Amérique. Donc, pour les Américains, d'une certaine manière, il serait peut-être plus facile de justifier auprès de l'opinion publique une confrontation, alors je ne parle pas d'une guerre générale, on n'envahira pas l'Iran, mais quelques jours de confrontation qui permettrait aussi de remettre l'Iran à sa place et qui rétablirait un certain rapport de force, une certaine dissuasion au Moyen-Orient par rapport aux pays arabes qui sont aujourd'hui un peu fluctuants et qui sont un peu hésitants. Hein. Les pays arabes se demandent de quel côté se tourner. La Russie, la Chine, les États-Unis, ils attendent de voir comment le vent va tourner. Et donc là, vous savez, franchement, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête des Iraniens. À l'intérieur du pays, ça va mal, sur le plan économique, sur le plan de l'opinion publique. 75% des Iraniens ne veulent plus de ce régime, veulent un régime démocratique, laïque. La plupart des Iraniens sont hostiles à la guerre contre Israël. D'ailleurs, j'ai vu que l'ancien président Rouhani a participé avant-hier aux manifestations dites de la libération d'Al-Quds, la libération de Jérusalem. Oui, mais même l'ancien président Rouhani a exprimé son désaccord avec l'opération du Hamas. Donc, de leur point de vue, ils ont peut-être aussi, ils hésitent, mais ils ont peut-être aussi besoin maintenant de resserrer les rangs. Et puis, il faut savoir une chose importante, c'est que évidemment, l'Iran est dans une position à l'extérieur qui paraît favorable, avec tous ses proxys, sans avoir engagé un seul soldat jusqu'à présent, sans avoir engagé ses propres forces. Mais à l'intérieur, le régime, le Covid a été une tragédie extrêmement mal gérée. La situation économique est dramatique, les élites quittent le pays, donc ils ont une confrontation est à double tranchant, soit elle renforce le régime, soit elle l'affaiblit et elle peut le faire tomber. Alors une dernière débat dans les hautes sphères iraniennes, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Mais en même temps, quand depuis 45 ans vous dites tous les jours faut détruire Israël, faut détruire Israël, faut détruire Israël, et que le jour où Israël est affaibli et où le jour où le camp occidental est en train de lâcher Israël, vous n'attaquez pas, d'une certaine manière, ce régime risque de perdre la face, y compris auprès de ses opposants. Alors une dernière question, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, qu'on n'a pas prononcé durant toute cette conversation, c'est le mot de nucléaire. Est-ce que finalement,
on pourrait déterminer le fait que la réaction iranienne, elle serait conditionnée par la situation des programmes nucléaires iraniens actuels, c'est-à-dire à savoir que l'Iran ne réagira pas véritablement face à ce qui s'est passé face à Israël tant qu'elle n'a pas à sa disposition une bombe nucléaire? Alors écoutez, en fait, je pense que le nucléaire, c'est quelque chose qui est assez finalement à la fois symboliquement très important et en même temps marginal sur le plan militaire, parce que avoir le nucléaire, on s'en sert pas. Eh oui. Bon, il est peu probable que l'Iran se serve du nucléaire, il est peu probable qu'Israël se serve du nucléaire. Je parle du nucléaire stratégique. Par contre, sur le plan politique et sur le plan symbolique, la situation actuelle est marquée par le fait que l'Iran est arrivé au bout de sa course vers l'arme nucléaire, que l'Iran est aujourd'hui au seuil du nucléaire, dans l'indifférence générale de l'opinion mondiale, tout simplement parce que les deux moyens qu'on avait d'empêcher l'Iran d'avoir le nucléaire, c'est-à-dire la voie diplomatique, l'accord, ça n'a pas marché. Et puis, la voie militaire n'a pas été utilisée. Et là, il y a une très grande incohérence de la part de Donald Trump et de Benjamin Netanyahou. C'est qu'à partir du moment où Donald Trump sabotait l'accord sur le nucléaire, il fallait une solution, sinon une attaque contre les sites nucléaires, mais une pression militaire très forte pour mettre un terme à ce programme nucléaire. Et donc, depuis 4 ans, on est dans le flou, et puis les Iraniens ont profité du fait que les Américains étaient sortis de cet accord, qu'il n'y avait plus d'accord. Ils ont refusé tout, y compris, souvenez-vous, quand le président Macron avait voulu faire un sommet avec le président Rouhani pour parler des missiles balistiques, pour parler des proxys dans la région. C'était beaucoup plus important pour les Iraniens de continuer leur programme de missiles balistiques et de laisser leurs proxys agir dans la région que la question nucléaire. L'Iran est un pays qui, technologiquement, est apte à avoir l'arme nucléaire. Ils n'ont aucun intérêt à le proclamer. Ils n'ont aucun intérêt à provoquer l'opinion internationale et la communauté internationale. Et puis surtout, la solution diplomatique, c'est-à-dire le fait que le Conseil de sécurité pouvait s'opposer, comme il l'avait fait dans les années 2000-2010 et comme il l'avait fait avec cet accord du JCPOA en 2015, ce n'est plus possible puisque le Conseil de sécurité est aujourd'hui, depuis la guerre en Ukraine, totalement divisé. Et que les Russes, même si les Russes n'ont pas intérêt à avoir une puissance islamique nucléaire à leur porte, les Chinois non plus, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à s'opposer à l'Iran et à brider les ambitions de l'Iran. Donc la question nucléaire, d'une certaine manière, elle est réglée. Les Iraniens, on ne pourra pas les empêcher, même sur le plan militaire. Ce programme, il est souterrain, il est complexe, il est protégé par les gardiens de la révolution. Donc, à moins d'une guerre générale impossible et d'une invasion de l'Iran, qui d'ailleurs retournerait la population contre les envahisseurs. Donc, la seule solution, c'est le changement de régime. Et on a dépensé beaucoup d'argent à combattre le Hezbollah. On dépense beaucoup d'argent à combattre les proxys de l'Iran. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais un petit peu de cet argent pour être utilisé pour aider cette opposition iranienne, car le paradoxe au Moyen-Orient, c'est que le pays dont le régime est le plus hostile à Israël et l'Occident, je parle de l'Iran, est le pays dont la population est la plus favorable à Israël et aux valeurs occidentales et démocratiques. Et alors que dans le monde arabe, c'est le contraire. Ce sont les régimes qui sont plutôt favorables à Israël, mais ce sont les populations qui sont hostiles. Et donc, il faudrait peut-être un peu plus aider cette population iranienne qui est cultivée, qui n'aspire qu'à changer de régime et qui est totalement hostile, parce que là on voit des dizaines de milliers de gens qui manifestent, c'est des fonctionnaires du régime, mais dans sa majorité, la population iranienne, souvenez-vous, il y a 2 ans, il y a 3 ans, à chaque fois qu'ils manifestent, ils disent pas d'argent pour Gaza, pas d'argent pour le Hezbollah, de l'argent dans l'assiette des Iraniens pour nourrir nos familles. Et c'est ça l'état d'esprit des Iraniens, et je pense qu'il faudrait peut-être aussi de ce point de vue-là, alors là on est dans la guerre, mais à plus long terme, à moyen terme, changer de stratégie, c'est-à-dire aider vraiment les opposants iraniens à renverser ce régime. Et c'est un régime qui va connaître une échéance très bientôt. L'ayatollah Khamenei a 85 ans. On est dans un changement à l'intérieur, c'est-à-dire que après le décès de Khamenei, il y aura une guerre de succession. Et aujourd'hui, ce n'est plus une monarchie, ce ne sont plus les mollahs qui dirigent le pays, ce sont les gardiens de la révolution. Et donc, on risque de passer directement à une dictature militaire dirigée par les gardiens de la révolution, et le pays connaîtra une crise interne à nouveau. Et donc,
Vous savez, dans une situation comme ça, chacun a des cartes. Tantôt, on est dans une crise longue, dans une guerre qui n'est pas mondiale, mais qui est mondialisée avec deux fronts, un front au Moyen-Orient, un front en Ukraine, peut-être un jour un front à Taïwan. Et il y a des moments où c'est les uns qui prennent le dessus, il y a des moments où c'est les autres qui prennent le dessus. Mais on est dans quelque chose de très long. Et bien évidemment, vous savez, on n'est plus dans les opérations militaires brèves qu'on a connues jadis pendant la décennie précédente en Israël. Eh bien, Michel Thoman, on a été plus long que prévu, mais c'était toujours très intéressant d'avoir votre appréciation de la situation. Je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus sur ce dossier iranien qui préoccupe beaucoup les Israéliens actuellement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, Shavuot Tov.